Et salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey. Euh, Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo dans toujours cette série du top 15 des meilleurs poids lourds de l'histoire. Aujourd'hui, pour cette 11e vidéo, enfin plutôt ce numéro 11, on va parler de Heather Charles, le Cobra de Cincinnati, qui est l'un de mes boxeurs préférés. C'est d'habitude le boxeur qui me porte conseil, en même temps c'est le poster derrière moi, mais aujourd'hui je tourne ces vidéos, là j'ai tourné toutes ces dernières vidéos dans les mêmes soirées, et du coup malheureusement je ne les tourne pas chez moi, donc il n'y a pas le poster de Charles qui est là pour me porter conseil et me porter compagnie. Charles, c'est un boxeur qui est vraiment exceptionnel, que je pense que peu de gens placent aussi haut dans leur liste des poids lourds, et que pourtant, je vais essayer de justifier ici, sur cette place de 11e. Donc cette fois-ci par rapport un petit peu à Dempsey et Holyfield, où j'avais plutôt tendance à justifier pourquoi ils étaient aussi bas, là je vais justifier pourquoi il est aussi haut. Bien sûr, pourquoi il n'est pas plus haut, parce que j'ai trouvé 10 mecs meilleurs que lui. Si je fais des rappels, évidemment, donc l'objectif c'est que je fasse un petit top, donc pour moi des meilleurs poids lourds de l'histoire, suite à la victoire de Usyk contre Fury lors de la revanche. J'ai vu beaucoup de gens placer Usyk un peu n'importe où dans l'histoire des poids lourds, et je pense que beaucoup de gens n'ont pas pris le temps de simplement décompter toutes les personnes qui se trouvent dans cette catégorie de poids. Peut-être également parce qu'ils n'en connaissent pas certains. Je pense que Charles, typiquement, fait partie des boxeurs qui sont peut-être inconnus par beaucoup. Et donc mon objectif ici, c'est à la fois de présenter ces boxeurs et de justifier un petit peu, dans un deuxième temps, une fois qu'on a revu un peu leur carrière en détail, où est-ce que je les placerai historiquement et pourquoi est-ce que je les place aussi haut ou aussi bas. À chaque fois, on essaie un petit peu en justifier pourquoi si haut, pourquoi si bas. Également, je parle ici des plus grands de tous les temps, pas des meilleurs. On a déjà du mal à pronostiquer le combat qui a lieu samedi. Ne nous amusons pas à pronostiquer des combats qui auraient lieu entre deux boxeurs d'époques différentes. Également, dans les années 40, il y a des choses à remettre un petit peu en contexte. Notamment le fait qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule ceinture. Enfin, il y en avait deux, mais souvent la même personne avait les deux. Donc il n'y avait qu'un seul champion. Il y avait beaucoup moins de catégories de poids aussi, c'était très dur de pouvoir choper des titres. Et donc c'est pour ça qu'en fait, c'est beaucoup plus pertinent, au lieu de juger le nombre de combattants, le nombre de champions du monde vaincus et le nombre de défenses de titres, etc. C'est beaucoup plus intéressant de juger la qualité d'opposition des combattants, et donc de juger qui a été battu quand. On va voir ici que pour Charles, ça va avoir une influence assez importante. Et donc c'est globalement, de par les noms battus, que je détermine à peu près qui sont, selon moi, les plus grands de tous les temps. Enfin, après promis, on passe enfin à Charles. Ce classement est subjectif. Voilà, vous n'avez pas le même, forcément, et c'est très bien. On peut être amené à débattre, etc. Tout est cool. Et ce classement peut être amené à évoluer. Hein, voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est 11e. Peut-être qu'il sera plus loin, plus bas. Il y a quelques semaines, je comptais. En fait, je dis même ça, mais il y a quelques jours, j'ai refait un peu mon classement avant de tourner un peu ces vidéos, et en fait, il était plus bas. Donc voilà, on m'aurait posé la question il y a une semaine, je l'aurais mis plus bas. Et donc c'est pour ça que maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir parler un petit peu de la carrière de Heather Charles. Ce qui va être compliqué dans cette carrière-là, c'est que Charles, c'est un combattant qui vient initialement des poids moyens, et qui a fait ensuite une transition en mi-lourd, et qui a ensuite ultimement fait une transition en lourd. La transition donc moyen à mi-lourd s'est fait en fait assez naturellement, parce que Charles a pris de l'âge et a pris du poids. La transition enfin mi-lourd-lourd, c'est en fait parce que Charles n'a pas eu de chance pour le titre des poids mi-lourds, qui était à l'époque détenu par Gus Lesnevich, un champion qui était à la guerre, que Charles va combattre en poids lourd, on y reviendra, qui était en guerre. Du coup, Charles n'avait pas la possibilité d'affronter Lesnevich pour le titre. Et lorsque Lesnevich est revenu, il n'a pas affronté Charles, pour différentes raisons que je ne vais pas forcément détailler ici. Peut-être un jour si je parle de Lesnevich. Le fait est qu'en tout cas Charles, qui s'est fait refuser cette chance pour le titre, a été obligé de monter en poids lourd, où il a gagné sa place de contenders avant de devenir champion. C'est un boxeur qui, par rapport à Dempsey, par rapport à Holyfield, en fait est souvent moins bien classé, et je pense que c'est parce qu'il est moins populaire. C'est un boxeur qui, comme on va le voir, était plutôt timide, était plutôt réservé en dehors du ring, était assez sensible, et donc il était très loin de faire l'unanimité. Qui plus est, en plus, il a battu une légende, on va y revenir. Donc un peu comme Holmes après Ali, c'est un boxeur que les gens n'ont pas trop apprécié. Et donc en fait, même déjà à l'époque, il n'était pas très bien coté. Il suffit de voir hein, dans les rankings du Ring Magazine, on a dû attendre énormément de temps avant que Charles pop d'un seul coup comme étant le meilleur mi-lourd de l'histoire. Je sais pas, je crois qu'on a dû attendre les années 75 pour que Charles soit enfin considéré après d'un coup d'un seul comme parmi les plus grands mi-lourds de l'histoire, même comme le numéro 1, alors que 10 ans auparavant il apparaissait même pas dans le top 10. Donc il y a vraiment eu cette redécouverte de Heather Charles quelques années plus tard. Charles, qui avait dit je pense qu'il faudra que je meure avant que les gens puissent vraiment m'apprécier à ma juste valeur,
qu'est-ce qu'il avait raison, puisqu'il est mort justement dans ces années-là de la maladie de Lou Gehrig. Et justement, c'est un boxeur qui a été vraiment très très bien réévalué de manière post-mortem et post-carrière, parce que sur sa carrière en soi, il a souffert d'un manque de popularité pour sa manière de se comporter et pour son style de boxe. On va y revenir, mais c'était aussi un boxeur qui était plutôt contreur, initialement qui était assez offensif, hein. Notamment il a un combat qui aurait pu être qualifié de combat de l'année contre Auckland Billy Smith, il me semble que c'était en 46, on va y revenir. Enfin non, on n'y reviendra pas parce que ce combat s'est fait en mi-lourd, mais on aurait pu y revenir si on s'était penché sur la carrière mi-lourd de Charles. Et puis il y a quand même un événement que je vais mentionner ici, même si c'est un événement en mi-lourd. Il y a un moment, il a tué un boxeur, ça l'a beaucoup traumatisé, et il a changé son style pour une approche beaucoup plus défensive. Et il y a pas mal de combats où il s'est un peu retenu dans ses coups, et on a toujours eu l'impression après ça que il y a des moments où Charles ne cherchait plus le coup dur, que Charles avait du mal à mettre tout le poids de son corps sur ses coups. Ça, et malheureusement, comme c'est dans cette période-là qu'il a été le plus connu, eh bien ça n'a pas aidé sa popularité. Donc c'est tout un tas de raisons qui font que Charles a clairement subi je pense, une défaveur de la part du public. Et donc, à l'inverse de certains boxeurs qui ont gagné le cœur du public, comme Dempsey ou Holyfield, et qui du coup sont vus en extrêmement haute estime dans le top des lourds, selon moi une estime qui est injustifiée, en tout cas peut-être vu à ce point-là haut, c'est injustifié. Bah, Charles, c'est un peu l'inverse. Et ici, je vais essayer d'argumenter pourquoi est-ce que je le place typiquement plus haut que Dempsey et Holyfield, en vertu du fait que la grande majorité des gens diront qu'évidemment Holyfield et Dempsey sont top 10 ou top 5, et Charles, qui est-ce quoi. Donc voilà. Enfin, dernière chose qui est compliquée, c'est donc comme j'ai dit, la transition mi-lourd-lourd, c'est faite parce qu'il n'avait pas de chance au titre, et en fait elle s'est faite assez doucement. Techniquement, Charles a chopé son premier rankings dans la catégorie lourd par Ring Magazine en 48. Reste qu'il y a certains combats qu'il a déjà fait en poids lourd un petit peu auparavant, en fait dès 1946, et donc moi je vais vous parler de ces combats-là directement. En tout cas, ce qu'il faut retenir avant 46, c'est donc que Charles est un boxeur qui est très dominant en poids moyen, puis très dominant en mi-lourd, avant la guerre. C'était un très bon contender, ça. Enfin, très dominant. J'exagère un peu en disant dominant. C'est un très bon contender. Voilà. Il va avoir des très bonnes victoires contre des très bons boxeurs. Le but étant pas non plus que je les passe tous en détail ici. Il va subir 2 défaites assez lourdes contre Jimmy Bivins et Lloyd Marshall. Bivins, dont on va parler ici, et dont j'ai fait une vidéo à part entière, et Marshall, dont je ne parlerai pas, mais c'est un excellent boxeur, Lloyd Marshall, qui avait battu le Jack LaMotta notamment. Et donc ça va être 2 défaites assez lourdes avant la guerre. Il va ensuite partir à la guerre, ce qui fait qu'il va très peu combattre en 43, 44, 45, 46. Il va totaliser 5 combats en 3 ans, donc c'est pas énorme, même en 4 ans. Et à partir de 46, il va revenir. 43, 44, 45, il combat 4 fois, donc c'est pas beaucoup. Et à partir de 46, il revient. Et le Charles post-46, c'est clairement un Charles nouveau qui va en fait quasiment plus perdre pendant une très très grande partie de sa carrière, puisqu'il va perdre 2 fois, en fait il va perdre une seule fois avant de se faire détrôner en tant que champion. Globalement, donc il va revenir en tant que mi-lourd, mais il va régulièrement faire des irruptions en lourd, et notamment une première fin 46, donc en novembre 46, pour affronter Jimmy Bivins, qui va battre par décision. Bivins, à ce moment-là, il sort de sa grande période d'invincibilité qu'il a eu pendant 4 ans, donc pendant la guerre, où c'était le champion lourd et mi-lourd par intérim, et où il a aligné une win streak de 27 combats en affrontant vraiment des noms exceptionnels, vraiment. Bivins est l'un des meilleurs boxeurs des années 40, très très largement. Il perd une décision très partagée contre Walcott, et cette décision contre Charles est, à ma connaissance de souvenir, je vais vérifier, le premier vrai combat qu'il perd, sans qu'on puisse vraiment dire que... Parce que si vous voulez, contre Walcott, c'est pas un vol cette défaite, mais c'est un combat qui est serré et qui aurait pu potentiellement aller des deux côtés. Oui, non, pardon, c'est le deuxième, il perd contre Lee Murray aussi. Non, autant pour moi. Bon, en tout cas, c'est une défaite de Bivins, qui était vraiment un excellent boxeur, qui restait un excellent boxeur à ce moment-là. Il va également rebattre Bivins en mars de l'année suivante, parmi les très bons boxeurs lourds qu'il affronte. Hein. Et ensuite, il va perdre en 47 contre Elmer Ray. Elmer Ray, j'en ai parlé dans la vidéo de Jersey Joe Walcott, le numéro 15 de ce top. C'était le deuxième gros contenders poids lourd que Joe Louis n'a pas affronté à l'époque. On l'appelait Violence, Elmer Violent Ray. C'est un type qui avait beaucoup de soucis de management en début, et puis qui à un moment a aligné 48 victoires de suite avec 42 KO parmi cette série de victoires. C'était un contenders à la couronne des lourds qui était vraiment exceptionnel. Et sur ce combat-là, le combat en 47, était supposé être un combat de demi-finale mondiale pour pouvoir affronter le champion du monde des poids lourds, Joe Louis. C'est une décision partagée que Charles va perdre, donc c'est quand même fort, hein, de se dire qu'à ce moment-là, Charles a accumulé suffisamment de victoires en mi-lourd pour que 2 victoires sur Bivins lui permettent d'atteindre une demi-finale mondiale.
Donc on est déjà sur un bon contenders, malgré le fait qu'il ne soit pas classé par le Ring Magazine. Et donc malheureusement, il va perdre ce combat contre Elmer Ray. Globalement, Ray est plus lourd. Hein. À ce moment-là, Charles fait encore la limite des mi-lourds dans ce combat. Donc il est à 174 livres et 3 quarts, alors que Ray a quasiment 200. Et Ray, qui était donc un combattant qui avait une frappe extrêmement lourde et un style extrêmement bizarre, va réussir à globalement être en fait presser le combat durant la grande majorité du combat. Charles était vraisemblablement, selon l'époque, le meilleur combattant, plus rapide, enfin le meilleur boxeur, plus rapide, et avait des frappes un petit peu plus sèches. Mais il n'arrêtait pas d'être sur le reculoir et de se faire mettre la pression par un Elmer Ray qui avait en même temps des frappes très lourdes et qui l'empêchait un petit peu de développer sa boxe. Ce qui fait que donc Ray va remporter ce combat. Malheureusement pour Ray, il n'aura pas sa chance au titre. Joe Louis va l'esquiver, on y reviendra. À partir de là, Charles va quand même devenir un lourd beaucoup plus actif. Il va donc notamment combattre, évidemment il va faire des combats contre des poids lourds. Parmi les combats très notables qu'il va faire en lourd, c'est cette revanche contre Elmer Ray qui va avoir lieu un an plus tard. Donc le premier combat a lieu, je vous retrouve les dates exactes, le premier combat contre Ray a lieu le 25 juillet 47 et le deuxième combat contre Ray a lieu le 7 mai 48, donc un peu moins d'un an après. Ce combat, il prend place 3 mois après que Charles ait tué un mi-lourd qui s'appelle Sam Barodi, qui était un excellent mi-lourd. Donc globalement, il va le mettre KO au 10e round et Barodi ne se relèvera pas de ce KO. Et seulement 3 mois plus tard, il va revenir sur le ring pour combattre Elmer Ray. Ce qui est intéressant dans ce combat-là, c'est que le combat va se faire dans le même ring et dans la même ville. Donc vraiment dans le même ring, je veux dire physiquement, quoi, c'est la même toile, le combat contre Barodi. Charles va prendre le combat, il ne voulait pas le prendre au début, mais il va prendre ce combat-là parce que son manager l'a convaincu qu'il pourrait donner toute sa bourse à la famille de Barodi si jamais il participait à ce combat-là. Et donc c'est pour ça que Charles va prendre ce combat. Et cette fois-ci, Charles va beaucoup mieux gérer Elmer Ray, montrant encore une fois une grande amélioration. Et donc il va réussir à mettre KO Elmer Ray, ce qui est également un traumatisme supplémentaire pour Charles, puisque même si Ray sortira sans aucune séquelle, en fait il va le mettre KO dans le même coin, du même ring, au même endroit, seulement 3 mois plus tard, et avec le même enchaînement, ce qui va beaucoup bouleverser Charles, notamment dans ce combat, il va se ruer aux côtés de Elmer Ray avant même que le compte soit terminé, et refusera pendant pas mal de temps de quitter le ring avant d'être sûr et certain que Ray va venir. Donc bon, malgré tout, il remportera ce combat par KO, ce qui va, a priori, le positionner ici comme, en théorie, hein, le challenger numéro 1 à la couronne de Louis. En réalité, on sait que Ray va aussi se faire battre par Walcott, et que c'est Walcott qui aura la possibilité d'avoir sa chance contre Louis. Hein, puisque du coup, Ray était vraiment le challenger numéro 1. Il se fait manger par des mecs, et du coup, c'est pas Charles, mais c'est l'autre qui a eu sa chance mondiale. Mais Charles, lui, va continuer de tranquillement s'imposer comme un excellent poids lourd, et va notamment rebattre une dernière fois Jimmy Billings, enfin une dernière fois, je crois que c'est l'avant-dernière fois qu'il le bat, en 48, donc en septembre 48. Il va ensuite affronter Joe Baxi, qui va gagner par KO au 11e. J'ai pas dit, hein, mais c'était encore une décision contre Bivens. Joe Baxi, qui était un excellent contender de l'époque. Et enfin, il va affronter Joey Maxim, qui était également un excellent contender de l'époque, contre qui il va gagner par décision majoritaire. Cette série de victoires, ça va lui permettre, lorsque Louis se retient du ring, donc entre-temps, j'en avais parlé dans la vidéo pour Walcott, donc Louis va faire 2 combats contre Walcott, il va gagner les 2, et suite à ces combats-là, Louis se retire des rings, et donc Walcott se retrouve, comme il a quand même affronté Louis 2 fois, et qu'il lui a quand même donné 2 fois de bons combats, être challenger pour la ceinture vacante contre Charles. Alors il faut savoir que ce qui est un peu particulier à ce moment-là, c'est qu'en fait, il y a un seul champion, mais il y a 2 ceintures. Donc il y a la ceinture NBA, qui va donner la WBA, et la ceinture NYSAC, qui va donner la WBC. Donc imaginez, il y a WBA, il y a WBC, Louis détient les deux, Louis se retire, donc Louis laisse les 2 vacantes, et il y a seulement la WBA qui va être remise en jeu entre Walcott et Charles. Et la WBC, elle va rester vacante pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'en fait Louis tente un comeback, mais ce sera contre Charles, qui était champion à l'époque, et du coup Charles va combattre pour la WBA qui détient, et la WBC qui est vacante. Et bon, il va gagner contre Louis, donc il va récupérer les 2. Donc bon, tout ça c'est de la politique à la con, mais en gros, dites-vous qu'à ce moment-là, il devient champion poids lourd, on va pas aller chercher plus loin. Puisque du coup, en effet, il va affronter Walcott. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo contre Walcott, il va gagner ce combat par une décision assez large, et à partir de là, il va devenir champion. On est en 1949, hein, et donc Charles devient champion du monde des poids lourds. Il va avoir un règne assez actif, puisqu'il va défendre son titre. Alors je ne me souviens plus exactement, je vais raconter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois en 2 ans. Donc c'est très long. En fait, il va le défendre effectivement 8 fois, et la 9e fois, il va le perdre. Mais tout ça en l'espace de 2 ans, c'est très exceptionnel.
C'est un champion très actif. Et il va notamment gagner contre Gus Lesnevich, qui était donc le champion qu'il avait esquivé lorsqu'il était encore en mi-lourd. Il faut savoir que du coup la WBC de l'époque, donc la NYSAC, avait refusé de sanctionner ce combat. Et Lesnevich s'est fait massacrer dans ce combat. Et son coin n'a pas voulu le laisser sortir pour le 8ème. Il a également gagné par KO contre Pat Valentino, qui était un bon contenders de l'époque, pas le meilleur, mais un bon contenders. Il va gagner par KO au 14e contre Freddy Béchor, qui était pareil, en vrai un contenders qui était quand même moins bon que d'autres boxeurs qu'il a pu affronter. Il va gagner contre Joe Louis, puisqu'à ce moment-là, Louis décide de revenir sur le ring et tente un comeback pour des raisons financières. Et en réalité, Louis est en fait assez affaibli à ce moment-là. On est quand même 14 ans après qu'il ait pris le titre, donc il est assez méconnaissable. Et Charles va gagner une décision très large contre Louis. Il va pas le mettre KO. Vraisemblablement, Charles a dit qu'il avait beaucoup trop de respect pour Louis, qui était quand même son idole. Hein, enfin, dites-vous que quand Charles commence la boxe, Louis est champion, quoi. Donc c'est quand même vraiment son idole, il va pas le mettre KO. Évidemment, on sait pas trop à quel point est-ce qu'il aurait pu, s'il avait poussé, ou à quel point est-ce que c'est vraiment juste qu'il n'a pas pu. Mais il s'était rangé en disant que c'était par respect, qu'il n'avait pas trop abîmé. À ce moment-là, c'est à la fois génial, parce que c'est quand même le plus gros nom de la carrière de Charles, hein, c'est seulement la deuxième défaite de Louis, mais c'est aussi ce qui va lui attirer d'autant plus les foudres du public, enfin encore un peu plus les foudres du public. Il a battu une légende, quoi, et ça le public ne lui pardonnera pas. Il va continuer d'enchaîner encore 3 défenses de titre contre Nick Barron, qu'il a gagné par KO. Il a gagné contre Lioma, qui était un très très bon challenger, hein, j'en avais déjà parlé. Et ensuite, il va gagner contre Jersey Joe Walcott et Joey Maxim, qui sont de nouveau deux excellents poids lourds de l'époque, qui étaient régulièrement dans le top 5 de la KT. Donc à ce moment-là, il a affiché 8 défenses de titre. Il est considéré clairement comme le numéro 1 des lourds. Et 8 défenses de titre en 2 ans, c'est vraiment exceptionnel. On est sur un champion qui est très très actif. Malheureusement, un troisième combat va être organisé contre Walcott. Je vous en ai déjà parlé. Il va clairement dominer les 6 premières reprises. Et au 7ème, un uppercut sorti de nulle part va le mettre à terre. Et va le mettre à terre pour le compte de 10. Charles perd son titre sur l'un des plus beaux KO qu'il nous a été donné de voir en direct, en image. Et à partir de là, ça va être la longue tentative de Charles de redevenir champion. Puisqu'en effet, je ne l'ai pas forcément mentionné jusqu'à présent, j'aurais pu le mentionner quand j'ai parlé de Jack Dempsey, mais à ce moment-là, aucun champion poids lourd n'a réussi à regagner son titre. Dempsey n'a pas réussi, puisqu'il a perdu contre Tony, et il a perdu la revanche contre Tony, et Walcott, qui a perdu contre Marciano, a également reperdu son titre, enfin, n'a pas réussi à récupérer son titre lors de la revanche contre Marciano. Et donc à ce moment-là, ça n'a toujours pas été fait. Et donc Charles perd son titre contre Walcott et a envie de regagner le titre des poids lourds. Ce serait assez historique que ça se fasse. Donc il va rester un challenger très actif. Il va notamment gagner par KO contre Rex Lane et gagner par décision contre Joey Maxim. Donc on reste sur 2 excellents contenders. Il va également affronter un troisième type que je connais pas et qui à ma connaissance est moins fort, avant d'avoir une chance pour réaffronter Jersey Joe Walcott. Et je vous ai déjà raconté un peu ce combat-là, mais il va perdre cette 4e rencontre entre les deux au point, dans un combat qui est apparemment très ennuyant, une décision qui est assez serrée mais qui est nette en faveur de Walcott. Globalement, on a un Charles qui n'a pas arrêté de se faire des pas de retrait dès lorsque Walcott feintait avec sa gauche, et Charles avait en fait peur de se remanger ce KO, parce qu'il est un peu paralysé dans le combat. Il échoue donc une première fois à regagner le titre des lourds, mais croyez-moi qu'il va rester très actif. Il va ensuite faire un combat contre Rex Lane, qu'il avait déjà battu, qui était également un excellent challenger de l'époque, et il va perdre ce combat au point contre Lane. Mais, en fait, il le gagne. Je m'explique. En fait, Charles, je vous l'ai dit, est un combattant qui était initialement très agressif, et qui avait tendance à mettre vraiment de l'impact dans ses coups. Mais après avoir gagné après avoir tué Sam Barodi, c'est un boxeur qui s'est mis à devenir beaucoup plus défensif. Et à la fois son côté très timide en dehors du ring et assez peu bavard, et son style de boxe, qui était peut-être finalement plus axé sur la technique et la défense, a fait, et en plus le fait qu'il ait battu Joe Louis, a fait que c'est un boxeur qui était très peu apprécié par ses pairs, et globalement par le monde de la boxe. Et donc notamment, un type qui ne l'aimait pas trop, c'était Jack Dempsey. Jack Dempsey, dont je vous ai parlé, qui était un boxeur ultra offensif et qui voyait la boxe comme uniquement de la castagne, il n'appréciait pas du tout le style un peu défensif et précaution avant tout de Heather Charles. Tant et si bien que dans ce combat contre Lane, en fait, il va scorer sur 10 rounds. Donc Jack Dempsey, qui était l'arbitre et le seul juge du combat, il va juger 7 rounds even. Donc c'est-à-dire qu'il va donner le combat à Lane en lui donnant 2 rounds, en donnant 1 à Charles et en donnant 7 à égalité. Je pense me permettre de pouvoir dire que ce combat, en vrai, c'est 8 rounds Charles et 2 rounds Lane. Parce que c'est la 8 rounds de Charles
Dempsey n'en a donné qu'un seul effectivement à Charles et a décidé de placer 7 autres comme étant des rounds d'égalité, parce que selon Dempsey, Charles n'était pas assez agressif. C'est un vol, c'est tout bêtement un vol, et ça traduit encore un petit peu, quelque part, l'acharnement dont peut faire preuve Ezzard Charles, qui était un boxeur encore une fois très peu précis. Il va battre malgré tout une dernière fois Bivins, donc il va réussir à retourner assez rapidement sur le chemin de la victoire, hein. Il va notamment rebattre Jimmy Bivins, il va rebattre Rex Lane, qui va cette fois-ci détruire. Il va toujours le battre par décision, il va pas réussir à le mettre KO. Il a dit qu'il aurait peut-être dû, a posteriori, essayer de le mettre KO, mais il voulait vraiment un KO un peu clean qu'il n'a pas réussi à avoir. Mais cette fois-ci, par contre, il va apparaître vraiment le massacrer. Tous les juges vont lui donner le combat. Il va le mettre KO, enfin, il va le mettre à terre au 6, au 7, au 10. Donc c'est clairement une grosse victoire de la part de Lane, de la part de Charles. Il va perdre contre Nino Valdez, qui était un très bon contender poids lourd à l'époque, qui n'aura pas sa chance mondiale contre Marciano, on va y revenir, mais parce qu'il va perdre d'autres combats plus tard. Mais donc il va perdre contre Nino Valdez. Il va également perdre contre Harold Johnson, qui va être un excellent mi-lourd, mais qui à l'époque combat un peu en poids lourd. Harold, ce combat est discuté, puisque de ce que j'en ai vu, donc c'est une décision partagée. Et de ce que j'en ai vu, Charles se plaignait que vraisemblablement un de ses knockdowns, il aurait mis Johnson knockdown au 10e, et le knockdown n'aurait pas été compté par l'arbitre. Charles est persuadé d'avoir battu Johnson ce soir-là, mais qu'il a été volé. Bon, j'ai pas vu le combat, donc je peux pas vous dire. Reste que voilà, c'est encore une victoire, une défaite sur laquelle je mettrai des petites mentions. Et puis on va ensuite battre à la fois Collie Wallace et Bob Satterfield, qui sont deux très bons contenders poids lourds. Bob Satterfield qui était un type, je pourrais peut-être reparler une autre fois, mais qui était très virevoltant dans ses... C'était un type, une fois sûr de lui gagner de manière fantastique, une fois sûr de lui perdre de manière fantastique. Imaginez un puncher de fou avec un menton de verre, c'était Bob Satterfield. Donc c'était un type qui pouvait mettre KO le plus sérieux des contenders poids lourds, et puis juste après se faire défoncer. Bref, c'était un type fantastique, hein. Il avait mis KO en round Bob Baker, qui aurait dû avoir sa chance contre Marciano. Et donc il a eu ensuite sa chance, et ensuite du coup il a affronté Charles pour savoir qui des deux aurait sa chance contre Marciano. Bon, dans tous les cas, il va gagner contre les deux, notamment il va faire une excellente performance contre Satterfield. Il va être mis à terre au premier round, puis au deuxième il va réussir à s'adapter et à mettre Satterfield KO, et il va également gagner contre Collie Wallace par KO. Et donc à ce moment-là, il gagne une chance pour une troisième fois pour regagner sa couronne des lourds. Pour la deuxième fois. Cette fois, entre-temps, comme je l'ai dit, Jersey Joe Walcott a perdu son titre contre Marciano. Et donc, justement, on arrive au combat. Ezzard Charles contre Rocky Marciano. Marciano, j'en ai pas encore parlé. Évidemment que j'en parlerai dans les 10 meilleurs lourds de l'histoire. C'est un combat qui va être vraiment fantastique, que Charles va perdre par décision unanime. Mais Charles va lui donner un de ses combats. C'est potentiellement, c'est assurément la défense du titre la plus compliquée de Marciano. Si on enlève son combat contre Walcott, où il a pris un titre de manière assez fantastique, je pense que c'est le plus dur combat de la carrière de Marciano. Peut-être si on enlève aussi son premier combat contre Roland Lastarza. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un combat de fou et de titan que va donner Charles à Marciano. Globalement, Charles va vraiment très très bien tenir sa position de contenders jusqu'à la fin du 9e, où il va se prendre un coup au niveau de sa pomme d'Adam, ce qui va beaucoup l'handicaper dans toute la suite du combat. Et notamment la majorité des derniers rounds vont partir du côté de Marciano. Il va perdre beaucoup de son énergie après ce coup-là. Mais il a donné un vrai combat à Marciano, et ça reste à ce jour le seul challenger de Marciano qui a tenu la limite contre lui. Évidemment, une revanche va être organisée. Cette fois-ci, le combat va être beaucoup plus pour Marciano que pour le premier. Charles va tenter de mettre KO Marciano. Il va tenter de le mettre KO, et il regrettera, avec le recul, cette stratégie plus offensive. Il va malgré tout réussir à complètement péter le nez de Marciano et lui infliger une coupure vraiment exceptionnelle. Vous avez déjà dû voir en photo, là, la photo où Marciano a son nez qui est complètement ouvert en deux, où Marciano disait qu'il respirait plus par sa narine, mais à travers sa narine. Donc il va vraiment être pas loin de se faire arrêter, mais il va réussir à malgré tout mettre Charles KO au 8e round. Ce sera désigné comme étant le combat de l'année de 1954. Donc c'est l'avant-dernier combat de Marciano, si je ne me trompe pas. Donc ce sera un très très gros combat. Et malheureusement, cette défaite par KO, et donc le 3e échec pour Charles, pour regagner sa couronne des lourds, signe également la fin de la carrière de Charles, qui à partir de là, va se mettre à affronter des gens qui sont vraiment bien moins bons. Et de toute façon, même lui va énormément baisser en termes de qualité de pugilistique. Il va se mettre, c'est simple, à perdre la moitié des combats qu'il va disputer par la suite. Et notamment, il va perdre 12 fois par la suite. Tant et si bien qu'au final, Ezzard Charles finit avec un palmarès de 95 victoires pour 25 défaites et 1 nulle. Et sur ce palmarès
peu vendeur a priori. Sur ces 25 défaites, il y en a 12 qui sont en fait faites après cette défaite contre Marciano, et donc 13, si je rajoute celle contre Marciano, par KO. Donc en fait, on voit que Charles a perdu la grande majorité du temps, vraiment très tard dans sa carrière, à une époque où il était vraiment très vieux. D'ailleurs, en 56, il va quitter pour la première fois en 14 ans le top 10 du Ring Magazine, et ça dessine vraiment la fin de carrière pour Charles. Si on fait le bilan de la carrière poids lourd de Charles, et ben en fait, on se rend compte qu'elle est passée sous les radars, mais excellente. Notamment parce qu'en fait, dès les années 46-47, il va affronter énormément de challengers poids lourds, enfin des contenders, pardon, qui sont vraiment des très sérieux top 10. Il va pas être placé dans le top 10 avant 48, et en vrai, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'il faisait pas le poids, parce qu'il faisait la majorité des combats en mi-lourd, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de combattants qui sont pourtant vraiment très bons, que Charles va afficher sur son tableau de chasse. Et je parle en poids lourd ici. Je pense notamment à Jimmy Bivins qui va battre 4 fois, El Murray qui va battre une fois et dont il va perdre une fois par décision partagée, il va prendre sa revanche par KO. Je pense à Joe Baxi, je pense donc à Joey Maxime qui va battre 2 fois, je pense à Walcott qui va battre 2 fois, je pense à Lewis qui va battre une fois, je pense à Lesnevich notamment, qui était aussi déjà un peu vieux, je pense à Lioma qui est aussi un excellent boxeur. Et le fait qu'il défende son titre de manière aussi active et à chaque fois par KO, quasiment à chaque fois par KO, bah, ça me fait quand même dire que Charles, c'est un boxeur qui est vraiment passé aux oubliettes et qui était pourtant un excellent technicien. Et oui, en plus je dis ça, mais une fois qu'il perd son titre, il reste en course, hein, parce qu'il gagne 2 fois contre Lane, il perd une fois, mais comme on a vu, cette défaite, elle est vraiment très... on va dire qu'on peut vraiment la remettre en question. Il va également donc regagner contre Bivins, il va gagner contre, enfin il va perdre contre Valdez et Johnson, mais il va gagner contre Satterfield et Wallace, qui sont 2 de ses plus belles performances qu'on ait en film. Hein. On a les images des combats contre Wallace et Satterfield, et c'est vraiment 2 très très beaux combats. Et il va donner 2 vrais combats à Marciano. Un, il va le tenir jusqu'à la décision, et un où il va certes perdre la majorité des rounds et perdre par KO, mais en touchant quand même sérieusement l'homme en face. Donc vraiment, quand on summarise tout ça, bah, je trouve qu'on peut quand même reprocher peu de choses en fait à la carrière de Charles. C'est-à-dire que oui, on pourrait aller plus loin. Il aurait pu ne pas se manger ce KO contre Walcott. Mais disons-le, c'est presque un lucky punch, ce KO de Walcott. Alors c'est l'un des plus beaux KO de l'histoire, assurément. C'est presque un lucky punch. On peut lui reprocher d'avoir été trop timide, pas assez entreprenant dans cette revanche contre Walcott. C'est vrai. C'est peut-être la plus grande chose qu'on peut lui reprocher. Parce que sinon, bah, contre Marciano, il a quand même fait vraiment des bons combats. Contre Louis, certes, Louis était plus à son top. Et c'est pour ça que Charles n'est pas catapulté comme le top 3 meilleur poids lourd de l'histoire. Parce que Louis, c'est un gros morceau, et le battre, c'est vraiment exceptionnel. Même si il est vieux, donc c'est pour ça que Charles s'est pas propulsé beaucoup plus haut. Bon. Je pense que c'est en fait une fiche poids lourd extrêmement solide. Et quand on voit notamment la quantité de contenders qu'il a pu affronter, vraiment que ce soit avant de devenir champion ou après avoir été champion, bah, en fait, force est de constater que pour moi, il affronte des champions, enfin des contenders avec une régularité et de manière très dominante, qui pour moi le rendent plus impressionnant dans ce qu'il fait que d'autres combattants comme Holyfield ou Dempsey. Pour ne citer que, ou que Usyk. C'est également un type qui va mine de rien vraiment dominer son époque poids lourd pendant un bon moment. Il va le dominer pendant en fait 2 ans, mais en fait on peut argumenter un peu plus. Puisque bon, on aurait bien aimé voir ce que ça aurait donné un combat de Charles-Louis, puisque Charles était à un moment le challenger numéro 1. Bon, sans oublier qu'en plus, c'est lui qui aurait dû dominer les Minois à cette époque-là. Hein. Faut pas oublier que Charles, c'est un mi-lourd qui s'est rabattu sur le seul titre qu'il pouvait vraiment avoir. Enfin, le seul endroit où il pouvait vraiment avoir une chance pour le titre. Et puis qu'il est resté dans le game jusqu'en 55. C'est pas rien. Et donc, en fait, bah ouais. Je le considère en tout cas comme le 11e poids lourd de l'histoire. Comme j'ai dit, hein, je considère qu'il est en tout un meilleur run que Holyfield. Parce que il va aussi affronter les meilleurs de son époque. Et il va pour moi les battre avec plus de consistance. Et notamment réussir à battre des boxeurs qui sont à leur prime. Je pense par exemple à Walcott, qui est vraiment à son prime quand Charles le bat. Et le bat 2 fois de manière assez sévère. Là où Holyfield aura du mal à battre les meilleurs adversaires qu'il affrontera à leur prime. Par rapport à Dempsey, on ne peut pas vraiment reprocher à Charles d'avoir essayé d'esquiver quelqu'un. On ne peut pas vraiment lui reprocher d'avoir également plus de combats que Dempsey. Par rapport à Usyk, certes, il n'a pas 10 ans de poids lourd derrière lui. Il n'a pas clean une catégorie, clean une génération complète, c'est vrai. Mais il a quand même beaucoup plus de combats et des combattants avec aussi qui sont certes moins qualitatifs que Joshua Fury. Et encore, Walcott et Louis et Marciano, on les place tous les trois. Enfin, je les place tous les trois mieux que Fury et Joshua. Donc non, ça reste vraiment une fiche lourde extrêmement solide et que j'ai en fait un peu redécouverte avant de refaire ce top-là, avant de faire cette série de vidéos pour être sûr que mon top était solide. J'ai un peu redécouvert tout ça et je me suis vraiment rendu compte à quel point en fait il enchaînait les contenders et
presque naturellement, quoi. Pareil, toutes ces victoires contre Joey Maxime, c'est vraiment impressionnant. Toutes ces victoires contre Bivins, c'est vraiment impressionnant. Et réussir à claquer 3 fois Lane, 3 fois Maxime, 4 fois Bivins, sans prendre une seule défaite, c'est vraiment une paire de manches pas facile. Et ça me permet d'assumer le fait que je place de manière aussi haute dans l'histoire le boxeur qu'est Heather Charles. Et donc je pense que voilà, il est d'habitude pas assez bien classé, comme j'ai dit, à cause de son manque de popularité, son côté timide, et le fait qu'il ait battu une icône et qu'il soit placé en fait entre deux règnes légendaires, entre le règne de Luis et entre le règne de Marciano, qui sont deux champions légendaires. Je pense que ça lui a fait beaucoup de mal, et que c'est pour ça qu'il est pas aussi bien coté. Mais je pense que par rapport à un Holyfield ou un Dempsey, qui bénéficient d'une grande popularité, Charles en fait a vraiment meilleur règne poids lourd que les deux, et que simplement c'est un type qui a, voilà, pour toutes les raisons que j'ai données, été moins populaire, quoi. Voilà. Bon, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de ce run de Charles. Si jamais vous le placez plutôt plus bas, plutôt plus haut. Je pense qu'il y a peu de gens qui le placeraient plus haut que moi. Ça me semble dur de placer Charles dans le top 10 des poids lourds. Je le place 11e. Je pense que c'est déjà très bien. C'est pour ça que je vends un petit peu cette soupe dans cette vidéo, parce qu'il y a, je pense, surtout ça qui a justifié. N'hésitez pas à essayer donc voilà, de débattre en commentaire à ce niveau-là. Enfin, de me dire ce que vous pensez de ce type et si jamais vous l'avez plutôt plus haut, plus bas. Évidemment, ce serait avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. N'hésitez pas également à essayer de deviner qui sera le numéro 10. Je pense que j'ai à peu près filé tous les noms qui seront dans mon top 10 déjà, donc vous pouvez à peu près savoir qui va s'y trouver. Peut-être que vous pourrez trouver le numéro 10. Et puis voilà, n'hésitez pas également à me donner le reste de votre top et à me dire où est-ce que vous placerez Charles dans l'histoire. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et puis je vous dis à la prochaine pour le numéro 10. Allez, bye!